Les pieds sur terre, Sonia Kronlund. Des histoires, des enquêtes, des reportages. C'est bizarre comme les choses arrivent. Quand Flaubert écrit dans une lettre à sa pote Louise Collet « Madame Bovary, c'est moi », devenu number one de ses citations, ce qu'il veut dire, c'est que les rêves bleutés d'Emma, ses aspirations à un ailleurs, à un amour qui transcenderait son quotidien, il ne les juge pas. Au contraire, il ne les connaît que trop. Car lui, nous tous et toutes, en sommes imprégnés comme un patrimoine invisible, une culture perfusée, un idéal jamais discuté. Certes, Elisabeth, dont on raconte aujourd'hui l'histoire, n'a pas envoyé de billets parfumés à son amant, mais des messages WhatsApp. Elle n'a pas couru dans la lande pour l'enlacer une minute, elle ne s'est pas ruinée en cadeaux, rubans ou tenues, ni heureusement n'a bu de l'arsenic. Mais elle y laisse quand même toute sa fortune et un bon bout de son estime de soi. Comme son ancêtre Emma qui souffre et pleure dans 20 villages de France, Elisabeth est aussi loin d'être la seule à être tombée dans un piège savamment organisé pour abuser de ses sentiments, de ses rêves et de son honnêteté. Une fameuse plateforme de streaming diffuse en ce moment un documentaire sur une affaire dans le genre, plus bling-bling avec des jets privés et du caviar qui s'appelle The Tinder Swindler. Ici, ça se passe en Île-de-France, chez vous, chez moi. Et c'est un reportage de Karine Leloët en association avec la cellule d'investigation de Radio France. Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose. Je m'appelle Elisabeth, j'habite dans l'Oise, donc j'ai 59 ans. Je suis originaire des Hauts-de-Seine, je suis issue d'une famille nombreuse puisqu'on était 6 enfants, 3 frères et 3 sœurs, classe moyenne. Moi-même j'ai fait donc un bac de comptabilité. Après j'ai eu mes 3 enfants, donc moi j'étais mère au foyer parce que c'est ce que j'avais souhaité. J'avais vu ma mère qui avait eu 6 enfants et quand j'étais jeune je m'étais dit je serais mère au foyer. Il y a plein de choses qui m'intéressent à la maison, hein. Je fais de la cuisine, je fais de la couture, j'aime bien lire, j'aime bien faire des travaux manuels, je m'ennuie pas à la maison. Mais en fait, avec mon mari, ça se passait pas très bien. J'avais l'impression qu'il était jamais content. Quand il avait pas de travail, parce qu'il était au chômage, il était un peu déprimé. Il a eu un accident, donc là aussi, le moral allait pas. Quand il avait du travail, il en avait trop. Et finalement, la communication, elle était pas terrible. Si jamais on essayait de discuter et qu'on n'était pas d'accord sur quelque chose, comme il avait horreur de ne pas avoir raison, je crois. Donc il me disait, ok, t'as raison, n'en parlons plus. Et donc, petit à petit, c'est devenu de plus en plus lourd. Et je me suis dit, plus ou moins consciemment, que j'étais pas vraiment heureuse et qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et donc je me suis dit, il faut que je me trouve un métier. Quand je serai indépendante, je pourrai m'en aller. Et je devais avoir 40 ans. Donc j'ai fait dans un premier temps une formation d'assistante commerciale. Après, j'ai eu la chance de trouver le boulot au restaurant qui était à côté de chez moi. Donc je l'avais pris d'abord à mi-temps, je pouvais y aller le midi. Et puis après, comme je supportais plus l'ambiance qui était devenue pesante à la maison, j'ai demandé à passer à plein temps. Et je privilégiais les horaires où j'allais justement travailler et le week-end et le soir pour pas voir mon mari. Du coup, en plus, comme j'avais un contrat à plein temps, j'ai pu faire une demande d'HLM. Donc j'ai pu partir, on a entrepris avec mon mari les démarches de divorce. Alors là, quand on en a parlé, finalement, il m'a dit « Oh là là, je t'ai jamais autant aimé, ne t'en va pas ». Mais j'ai dit « Non, c'est pas possible, quoi ». Et donc, je suis partie, et après je me suis dit « Oh là là, quel dommage que je l'ai pas fait avant, parce que je me sentais mieux, finalement, d'être toute seule ». Là, j'ai commencé à travailler, et j'ai enchaîné donc différents jobs. J'ai jamais gagné beaucoup, mais j'ai toujours beaucoup économisé parce que je suis très prudente. Mes parents, au début, n'avaient pas beaucoup d'argent. Moi, j'ai toujours vu ma mère qui faisait ses comptes très précisément. Donc moi, depuis toujours, j'ai mon carnet de comptes où je note tous les jours ce que je dépense. Je fais attention. J'ai jamais eu de voiture. J'ai jamais fait de voyage. Je fais pas de shopping. Donc, j'ai toujours fait attention. Donc, classe moyenne, mais pas pauvre. Donc, j'ai économisé. J'ai acheté ma maison. Voilà, une petite maison plutôt sympathique. Après, j'ai acheté un autre appartement pour le louer à quelqu'un, donc pour me faire une rente. Moi, j'ai 60 ans. Vu mon année de naissance, normalement, dans 2 ans, potentiellement, je suis à la retraite, à 62 ans. Sachant que je veux avoir une retraite qui va pas être très forte, parce que les premières années, j'étais à la maison et j'ai pas travaillé.
L'idée, c'est que l'appartement que j'ai acheté en plus, ça me ferait une rente qui compléterait donc ma retraite. C'était ça mon idée. Autant au début, juste après mon divorce, je m'étais inscrite sur les sites mythiques, trucs comme ça. Mais j'avais rencontré 2-3 gars et puis à chaque fois, non, il y en a un qui était dans le quartier, on s'est vu, on est allé se balader une journée dans le coin, il a joué ping-pong avec moi, mais bon, on a vu l'un comme l'autre que c'était pas plus que ça. Il y en a eu un autre, je l'ai vu une fois à Paris, on est allé prendre un café, et puis dès que je l'ai vu, je me suis dit, oh là, il est moche, il est pas drôle. Enfin, c'est vrai que des fois, je me disais, je pensais à ma mère, qui a été mariée pendant 20 ans et qui finalement maintenant vit toute seule depuis 60 ans. Et c'est vrai qu'elle me disait toujours, oh là là, c'est dur. Elle me dit, mais tu retrouverais pas quelqu'un, parce que quand même, tu vas pas rester toute seule, voilà. C'est vrai qu'il y a des moments, vous regardez des films d'amour ou des trucs, vous vous dites, ah ouais, c'est quand même bien de connaître quelqu'un. Je suis d'accord. On se dit ça même si on cherche pas. Fin août 2021, il y a quelqu'un qui m'a contacté sur LinkedIn. En me disant que bonjour, est-ce que je peux prendre connaissance avec vous? Alors j'ai répondu oui, qu'est-ce que vous voulez? Il m'a répondu, je cherche à faire connaissance. Donc on a commencé à s'échanger 2-3 messages et puis il m'a dit est-ce qu'on peut se parler? J'ai dit oui, donc on s'est appelé en WhatsApp. Il a été assez clair, il m'a dit rapidement que lui il était divorcé et qu'il cherchait à rencontrer quelqu'un. Il me dit qu'il est chef d'entreprise à son compte, qu'il est ingénieur en pétrochimie. Donc, il est originaire de Manchester, il habite à Manchester où est basée sa boîte. Et donc, on a discuté comme ça, je l'ai trouvé sympa. Il y avait sa photo, donc sur LinkedIn, je l'ai trouvé bel homme. Il m'a envoyé une photo avec son chien, où il a l'air d'un homme assez doux, quelqu'un qui inspire confiance et qui a l'air sympathique, clairement, pour moi. Et puis, je l'ai trouvé gentil. Et donc là, on va s'appeler tous les jours, au téléphone, tous les soirs, après le week-end, on s'envoie des textos, on s'appelle. On parlait toujours en anglais parce qu'il parlait pas français. On parlait de tout, du film que j'avais vu, du livre que j'étais en train de lire, du fait que j'allais aller voir mes enfants pendant le week-end, et on est rapidement devenus assez intimes quand même, sans s'être jamais vus. Un jour, il m'a envoyé une photo où il était torse nu. Je lui dis, oh là là, t'exagères, arrête, fais pas ça. Parce que il y a une fois, on a eu une conversation qui était un peu osée. Je lui dis, oh là là, je dis, non, c'est trop. Je veux pas des conversations comme ça. Je dis, moi, je veux commencer par le romantisme. On commence par du romantisme et après, on peut être un peu coquin, mais on s'arrête là et puis on verra au fur et à mesure comment ça va évoluer. Je lui dis, tu vois, pour moi, c'est pas une chose facile. Je lui dis, ça fait 20 ans que je suis toute seule, donc quand je vais être avec toi, il était censé avoir 9 ans de moins que moi. Je lui dis, toi, t'es jeune, t'es en forme. Moi, je suis une femme, je suis toute seule depuis longtemps. J'ai plus d'expérience. Peut-être que ça va être dur pour moi. J'ai peur que tu sois déçu. Puis il m'avait dit, mais non, ça va bien se passer, t'inquiète pas. Je lui dis, oui, mais je vais avoir besoin peut-être de temps pour être en confiance. Enfin, voilà. Donc c'est une photo qu'il m'a envoyée, un message qu'il m'a envoyé suite à une photo que je lui avais envoyée. Il est là. Sweetheart, I miss you so much. Oh my God, this photo is so beautiful, and I love your dress. But you know the most important thing I love in this? What is inside this dress? I could see how huge they are. I'm crazy. Il dit, oh, merci beaucoup pour cette photo, t'es tellement belle, la photo avec ta robe, mais tu sais ce qui est encore de plus fou, c'est ce qu'il doit y avoir en dessous la robe, c'est encore mieux. Voilà, oh, je suis fou. Et il envoie un bisou à la fin. Rapidement, il me dit, mais moi je suis tombée amoureux de toi, c'est le coup de foudre et tout, mais je dis, t'exagères, on se connaît pas. Et puis, à force de gentillesse, de me dire des trucs sympas, je commence à ressentir la même chose sans l'avoir vu finalement. Donc à ce moment-là, je lui ai dit que j'allais voir ma fille un week-end, qu'on fêtait l'anniversaire de ma petite fille. Il m'a dit, attends, je vais venir pour vous rencontrer. Je dis, mais non, on se connaît pas, tu vas pas venir maintenant et tout. Et puis quelques jours après, on en a reparlé. Et puis, je dis, oui, finalement, ça serait bien qu'on se voit pour qu'on fasse connaissance. Alors il m'a dit, je vais venir dans 1 ou 2 semaines, ok.
Donc là, j'en parle à mes enfants. Je leur ai dit, j'ai rencontré un gars sympa. Donc je leur montre 1 ou 2 photos. Je dis, c'est un Anglais. Donc il va venir me voir. Et là, ma fille me dit, fais attention parce que si tu l'invites, quand même, tu le connais pas, ce gars-là. Donc on avait décidé en réfléchissant avec ma fille que je réserverais un hôtel à la Défense, à côté de chez ma fille. Donc je lui ai dit, à lui, on ira se balader à Paris. Et puis le soir, toi, tu rentres à ton hôtel. Moi, je rentre chez ma fille, qui est à côté. Et puis après, si ça match tout de suite et qu'on a le coup de foudre, oui, je peux aller à l'hôtel avec toi. Lui, il m'a envoyé une copie de sa réservation d'avion. Et puis 2 jours avant, c'est là qu'il a commencé à me dire, non, je peux pas, j'ai un problème par rapport à mon business. Il y a un truc qui se passe pas bien, j'ai des complications, je peux pas venir maintenant. Ok, je vais annuler, on va reporter. Je dis ok. Donc là, j'étais très déçue. Et donc, son problème de boulot, c'était qu'il y avait de la marchandise qui était bloquée, je crois, en Chine, parce qu'il était censé avoir des contrats en Chine, et qu'avec les histoires de douane, de containers coincés, il pouvait pas récupérer sa marchandise. Mais comme lui, il avait payé des choses et qu'il pouvait pas rembourser, il se trouvait acculé parce qu'il avait dépensé des centaines de milliers d'euros pour des trucs, genre des installations de pipeline ou je sais pas exactement. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que, comme on parlait anglais et qu'en plus c'était du vocabulaire technique, il y a des choses que j'ai pas bien compris. Mais je me disais, quand il sera là, il m'expliquera clairement. Donc, je m'inquiétais pas plus que ça. Et donc, c'est là qu'il a commencé à me demander si je pouvais pas lui dépanner de l'argent. Ça fait 2 ou 3 semaines qu'on se connaît. C'est tout. Donc, au début, il m'explique qu'il a besoin de 100 000 euros, quelque chose comme ça. Je lui dis, mais moi, j'ai pas d'argent. Je lui dis, je peux peut-être te prêter un peu, peut-être 10 000 euros ou comme ça, voilà. Parce qu'en fait, j'avais quoi? Je devais avoir un LEP, le livret d'épargne populaire, là, le livret qui gagne un peu plus que le livret A, qui devait être au plafond. Je sais pas si c'était dans les 8 000 euros, quelque chose comme ça. J'avais un plan d'épargne logement, un compte d'épargne logement, un compte d'assurance vie. Donc, je lui envoie de l'argent. Le premier versement, je lui envoie sur un compte... je pense que c'était censé être le compte d'un fournisseur qu'il fallait payer. Donc là, c'était un compte en Tunisie. Donc j'envoie des sous là-dessus. Après, il m'a dit qu'il avait mal calculé, qu'il y avait d'autres frais en plus dont il n'avait pas tenu compte. Donc quand je lui ai prêté encore de l'argent, il m'a dit que c'était plus simple de faire des virements avec de la monnaie virtuelle, les bitcoins. Donc pour utiliser ça, il faut créer un compte Kraken. N'importe qui peut ouvrir un compte Kraken, vous ouvrez ça en ligne. De mon compte en banque, je fais un versement sur mon compte Kraken qui m'appartient. Et après, de ce compte Kraken, mes euros, avec ça, j'achète de la Bitcoin, la fameuse monnaie virtuelle, et j'envoie les Bitcoins sur des comptes n'importe qui dans le monde, mais c'est des comptes où il n'y a pas de nom. On ne sait pas où c'est. Le compte, c'est un truc qui fait 30 caractères avec des lettres, des chiffres et des machins pire que votre compte Freebox, là. Rien à voir, un truc, faut l'avoir sous les mains, c'est impossible à retenir, hein. Les bitcoins, j'en avais déjà entendu parler. Mais je pensais pas, moi, avoir un compte Kraken avec des bitcoins. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, oh là là, je vais devenir ton assistante, ta banquière. Je dis, moi, j'avais pas l'intention de devenir une banquière, hein, parce que des fois, ça me prenait un peu la tête quand même. Quand ça prend 1 jour, ça va, mais quand ça prend 3 jours, vous dites qu'est-ce qui a pas marché. Donc, je me connectais sur le chat pour essayer de savoir, parce que des fois, c'était plus long, parce que c'était toujours urgent. Et finalement, il fallait toujours plus vite. Il commençait à être au bord du désespoir, je sais pas ce que je vais devenir, je vais me retrouver en prison si je peux pas payer mes fournisseurs, ou il pleurait, et puis il disait je raccroche, j'en peux plus, voilà. Il avait l'air vraiment tellement triste, puis je me disais à chaque fois c'était bon, ça va bientôt être résolu, donc ok, il y a plus grand chose à faire, je vais l'aider encore un peu, et puis on va sortir de cette impasse, quoi. Tout irait bien, puisqu'en même temps les sentiments quand même se sont agrandis entre nous, sont devenus plus forts et on imaginait qu'on allait vivre ensemble. Donc lui, il m'a dit, t'auras pas besoin de travailler, moi c'est bon, je peux survenir à nos besoins. Moi j'ai dit, ok, puisque moi finalement ma carrière, je travaille parce que j'en ai besoin, mais moi je veux bien être femme au foyer, je veux bien vivre en Angleterre, ça me gêne pas, hein. Je trouverais plein de choses à faire là-bas comme ici, hein. J'irai me perfectionner en anglais, j'irai dans une chorale, donc il allait me faire sortir un peu, il allait me gâter, et ça paraissait un peu une vie de rêve, quoi. Et j'y croyais. Donc, plusieurs semaines s'écoulent avec moi. Donc, je suis dans des états d'esprit avec des moments très joyeux et des moments un peu désespérés en me disant, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'était bien raisonnable?
Parce que moi aussi, je me disais quand même, oh là là, ça fait beaucoup d'argent. Mais une fois que vous avez commencé à donner, je me dis, s'il manque encore un peu, si tout ce que j'ai donné, ça sert à rien parce qu'il manque encore un peu. Et du coup, c'est là que vous donnez encore. Donc, j'ai des moments de doute quand même. Et les moments où je doute plus, ils passent plus de temps avec moi, ils me réconfortent. Et puis finalement, tout a l'air d'aller mieux après, d'être résolu. C'est très curieux. Ah, il y a un poème aussi que je lui avais écrit. Donc forcément, c'est un poème en anglais. Poem for Ruben, from Elizabeth, with all my love. When the rain will stop, when the storm will be over, when the tears will be dry, when the sky will be blue, when the sun will shine, I'll be there, you will find me, I will jump in your arms, we will know the love, we will know the happiness, together forever. C'était un moment où on était dans les périodes où, là, comment je vais faire pour m'en sortir? Il avait l'air désespéré, il manquait encore d'argent, moi aussi, et j'essayais toujours de lui dire, je vais te réconforter, même si je peux pas faire plus. Et puis vers la fin, donc courant décembre, quand on pensait que c'était bientôt fini, là, il m'a dit, en fait, ce qui serait bien, c'est que tu ouvres un compte offshore, et comme ça, on va s'ouvrir un compte offshore en commun, on aura notre argent dessus, et ça sera plus simple. Mais il me dit, là, comme je dois des sous à la banque parce que j'ai emprunté partout, si je fais sur mon compte à moi, ça va être bloqué, c'est plus simple, l'argent, il est à toi et ça sera disponible. Alors, je dis, OK. Donc, j'ouvre ce fameux compte. Et puis, quelques jours après, bingo, ça y est, tout va bien. Et là, on reçoit 1,5 million. Donc, j'avais sur mon compte, à mon nom, j'avais 1,5 million. Formidable, ça y est, parce que tout l'argent qu'on avait récupéré, il avait pu payer, récupérer sa marchandise, enfin, il avait pu finir son business et rentrer dans ses frais qu'il attendait, donc pour trouver son standing normal, quoi. Et donc je me dis, waouh, tant que ça. Voilà, parce que pour moi, c'est des sommes qui n'existent pas, on va dire, comme pour la majorité des gens. Alors moi, je me suis dit, ok, je suis millionnaire, mais en fait, j'ai pas un rond. Pour l'instant, je suis fauchée, parce que je lui ai prêté toutes mes économies et j'ai emprunté des sous à ma famille. En tout, j'avais prêté 94 000 euros, dont 34 000 euros à peu près que j'avais emprunté et 60 000 euros qui représentaient donc toutes mes économies. Finalement, j'ai vidé mes 20 ans d'économies. Sur 3 mois, quoi, en gros. Et donc là, il me dit, donc la première chose à faire, c'est qu'il y avait 2 fournisseurs principaux qu'il fallait payer tout de suite. Il y en avait un, c'était 120 000 euros et l'autre, c'était 80 000 euros. Donc il me dit, je te donne les références, puisque c'était censé être mon compte, pour que tu payes ces 2 personnes. Donc j'envoie les sous sur leur compte, donc les 120 000 et les 80 000, ok. Donc j'avais 1,3 million sur mon compte, ok. Et après, le jour d'après, il me dit, maintenant tu peux rembourser déjà à ta famille. Et donc là, je fais un ordre de virement sur mon compte. Et là, je reçois un message un jour ou deux après de la banque en disant qu'on a déjà dépensé une certaine somme et que pour avoir accès à la suite de notre argent et pouvoir le dépenser, il faut payer des droits. Ça s'appelle un token. C'est un droit d'utiliser son argent, en gros. Alors là, je dis, ouah, c'est fou ça. Et alors là, je remprunte un peu, enfin, je me débrouille. Je paye les 7 000 euros. Et là, le message du token, en fait, c'était un message qui m'annonçait que je devais payer encore 15 000 euros pour les droits de douane, des impôts, des machins et tout ça. Et là, j'étais pas contente. Je lui dis, il me dit, il faut payer, tout ça. Mais je dis, mais je peux pas payer. Et là, galère, parce que on a tellement emprunté, lui, moi, qu'est-ce qu'on va faire ? Et donc là, je rappelle mon fils pour lui dire, est-ce que tu ne pourrais pas me prêter un peu de sous ? Il m'en avait déjà prêté un peu une fois. Et la première fois, il m'avait prêté sans rien me demander. Et là, il me dit, c'est pourquoi ? Mon fils, il est très, très discret. Hein. Il n'est pas du tout intrusif. Donc là, je lui explique. Mais je lui dis, en fait, mon ami anglais, voilà, il a des problèmes avec sa boîte. Et donc, on a besoin d'argent pour débloquer l'argent sur un compte. Et là, il me dit, c'est quoi ça ? Et mon fils, il habite en province. Donc, il se connecte sur Internet depuis où il est. Et il commence à regarder. Il me dit, c'est qui, c'est quel compte, c'est quel gars et tout. Il regarde, il fouille. Et puis, il me dit, mais sa société, elle n'existe pas. C'est pas une vraie société. Je lui dis, comment ça, c'est pas une vraie société ? Moi, j'ai vu son site et tout ça. Il me dit, oui, mais quand tu vas sur son site, que tu cherches l'adresse IP
Et il me dit, regarde, c'est une adresse IP qui est domiciliée dans je sais pas quel pays à l'étranger, c'est des adresses IP pas chères, n'importe qui se crée une adresse IP et en fait ça correspond à rien. Il me dit, sa société elle est censée être à Manchester. Quand tu cliques sur Manchester avec Mappy, là, tu vois toutes les boîtes là qu'il y a le restaurant machin, il y a la boîte bidule, mais lui, il est nulle part, il n'existe pas. Il n'y a pas d'adresse, il n'y a rien. Il me dit, sa société c'est du bidon. Et donc, il a cherché le nom de ce gars sur Internet et il m'a dit, mais en fait, il y a plusieurs profils LinkedIn différents avec le même nom de ce gars-là. Donc, il a déjà eu plusieurs identités différentes. Donc, ça doit pas être son nom, ça doit pas être sa tête, c'est que du bidon. Et je t'assure, sa boîte, elle n'existe pas. Et il me dit, faut que t'arrêtes, faut plus que tu donnes des sous. Je lui dis, t'es sûr? Elle me dit, je suis sûre, tu vas jamais revoir ton argent. Arrête, donne plus rien. Donc là, j'étais un peu sciée. J'avais du mal à y croire, en fait, hein. Je dis, ok. Donc là, je raccroche. Mon fils appelle ma fille pour lui en parler. Ma fille qui est mariée donc à quelqu'un qui travaille dans le domaine de la banque. Donc ils sont venus 2 jours après avec moi. On a passé la soirée à éplucher tout sur mon ordinateur. C'est là qu'il a vu que la fameuse banque offshore, elle n'existait pas. Donc c'est pareil, ça a été un montage d'un truc bidon, quoi. On a regardé en même temps les démarches qu'il fallait faire pour porter plainte auprès de la police, auprès de la Banque de France. On a mis tout ça en place. Jean m'avait dit, attention, faut voir quelle stratégie tu vas employer. Peut-être essaye d'être encore un peu gentil avec lui et qu'il va t'en rendre un petit peu d'argent. Peut-être qu'on va arriver à le retrouver. Donc, moi, je lui ai envoyé un message en lui disant, mais mon fils, il m'a dit que ta boîte, elle n'existait pas. Voilà. Mais j'ai noyé ça un peu dans la conversation parce que je me suis dit, si jamais on veut lui mettre la main dessus, il faut pas qu'il rompe tous les ponts, il faut qu'on puisse garder le lien. Puis là, il se met en colère un peu, il me dit, mais t'as plus confiance en moi. Et là, il commence à me dire, mais moi je m'en fiche de ton fils, c'est avec toi que je veux vivre, c'est pas avec ton fils, quoi. Et puis finalement, 2 jours après, donc alors là, il commence à me dire, rends-moi mon argent, parce que soi-disant, c'est moi qui avais 100,5 millions. Et là, il commence à me dire, ah oui, t'as fait une combine avec ton fils pour me voler mon argent. Il me dit, je vais prévenir la police, l'ambassade de France, ou je sais pas quoi. Quelques jours après, il me renvoie un message. Et puis là, il me dit, oh, j'ai réfléchi quand même, on va peut-être pouvoir y arriver. Vas-y, donne-moi les références du compte en banque, on va récupérer là, des sous bientôt. Ah, je lui dis, super, tu vas pouvoir me rembourser. Et puis là, il me répond, non, désolé de te décevoir, mais en fait, tes sous, tu ne les reverras jamais. Et je lui dis, ah bon, donc t'avoues que t'es un menteur et un voleur? Et là, il me dit oui. Ok? C'est ça, les derniers messages. Je pense que la déception sentimentale, ça a été moins grave que la déception financière, parce que j'ai compris que finalement c'était un gars qui n'existait pas, qui faisait pas ce métier-là, qui avait pas ce nom-là, c'était juste une voix. Donc finalement, j'étais amoureux d'un courant d'air, donc le courant d'air il est parti et du coup c'était comme un rêve, voilà, c'était un rêve. Le rêve il n'existe pas, il est fini, n'en parlons plus. Sauf qu'il y a les conséquences et que c'est vraiment la déception. Enfin, la déception, c'est plus une déception, c'est un coup de massue, un désespoir pour la ruine, voilà, financière. Parce que non seulement déjà d'avoir perdu toutes mes économies, quand on y pense, c'est fou, complètement fou. Mais ce qui me rend très mal à l'aise, c'est d'avoir emprunté de l'argent que je peux pas rendre pour l'instant. Parce que moi, je suis quelqu'un d'honnête et cet argent, il est certain que je vais le rembourser. Donc j'ai réfléchi à ce que j'allais faire. Donc je vous ai dit que j'avais un appartement que j'avais acheté pour le louer. Donc du coup cet appartement, j'ai demandé à mon agent immobilier de le vendre. Et avec l'argent que je vais récupérer, je vais rembourser ma famille. Et il va me rester peut-être 10 000 euros, c'est tout. J'aurai plus d'économie, j'aurai plus d'appartement pour sécuriser mon avenir. Ça me fait mal au cœur. Bonjour à vous tous, chère famille. Bon, vous le savez tous, je me suis mise dans de sales draps. J'ai été archi nulle, une vraie plouc. Donc, je suis bêtement tombée dans le panneau du prince charmant, qui n'existe pas, et qui appelle à l'aide financière, et qui sait malheureusement être très convaincant. J'y ai vraiment cru. J'étais inquiète pour lui et prête à l'aider plus que de raison.
J'ai voulu tout d'abord me débrouiller toute seule. Puis, j'ai sollicité l'aide de certains d'entre vous. Sans expliquer de quoi ils retournaient, ce fut ma très grande faute. Je vous demande pardon de ne pas avoir osé me confier à vous. J'étais empêtrée dans ma propre erreur et je n'osais en parler. Merci à ceux qui m'ont aidé à voir finalement l'affreuse vérité. Je m'engage bien évidemment à rembourser tout ce que j'ai pu emprunter à certains d'entre vous. Cela ne va pas être très facile dans l'immédiat, mais je mets tout en œuvre pour réparer mes erreurs. Je vous demande pardon de ne pas m'être confiée à vous plus tôt, ce qui m'aurait évité bien des désagréments. Elisabeth, votre mère, sœur, tante. Je suis un peu dégoûtée de moi-même de m'être fait avoir comme ça, parce que j'ai cru à une histoire qui était fausse, j'ai cru à un conte de fées, et que ça m'a embobiné là-dedans. Ça me paraît tellement fou quand j'y repense. Je me dis, mais comment est-ce que j'ai pu être aussi naïve et me faire avoir comme ça, quoi. C'est fou, c'est fou. Oh, my soul, my soul, my soul. Situations arise and you got no time to play. Amidst the worries and problems, job is there to solve them. Search within the corners of your mind. I know a way somehow you'll find to make this a new day, to make this a new day, to make this a new day, make this a new day. C'était L'Arnaqueur, un reportage de Karine Lelouët en association avec la cellule d'investigation de Radio France et réalisé par Anne Depelchin, mixé par Cédric Chatelus. Merci à Elisabeth et à Abdelhakel Idrissi, à Jeanne Copet, à Justine Calais et à Manuel Verret. Retrouvez l'enquête d'Abdelhakel Idrissi de la cellule d'investigation de Radio France sur le fléau des escroqueries financières sur Internet. Retrouvez donc cette enquête sur les sites de France Inter et de France Culture dès samedi matin, dans les matins du samedi sur France Culture, ainsi que dans Secret d'Info, une émission présentée par Jacques Monin, demain, samedi 26 février à 13h20 sur France Inter et sur l'application Radio France. Merci à tous. C'est notre première collaboration avec cette cellule d'investigation et on en est bien content. Make this a new day. Oh yeah.